les responsables de l'ASACI ainsi que tous les participants. Je remercie aussi les responsables de l'ASACI pour cette opportunité offerte pour échanger sur un sujet qui pour nous est très important et que nous attendons depuis très longtemps. Et on m'a demandé justement de parler de la contribution des réseaux de soins privés à l'amélioration de l'écosystème de l'assurance maladie en Côte d'Ivoire. Donc je vais, après une introduction, voir un peu avec vous les forces et les faiblesses de ce secteur, un peu les conséquences de ces forces et faiblesses sur le système du tiers payant et parler un peu des conditions de succès de l'assurance maladie en Côte d'Ivoire à notre avis. Alors, je voudrais pour commencer m'arrêter quand même quelques secondes sur la santé. Pour la simple raison que nous allons parler de santé. Et nous avons l'impression, nous, qu'il y a certaines notions qui échappent aux uns et aux autres, qu'il est important donc ici de rappeler, pour dire de quoi est-ce que nous parlons. Parce que la santé, c'est justement l'une des rares professions dans le monde qui est encadrée de façon rigoureuse, avec d'un côté un code de déontologie et un côté un ordre des médecins de Côte d'Ivoire, simplement pour protéger la vie des malades que nous recevons. Donc quelqu'un qui est malade va aller dans un hôpital qui est censé être un lieu où il va recevoir des soins et où il va guérir. Mais en même temps, dans ce même lieu, il peut attraper de la maladie. Ce qui veut dire que déjà là, il y a un premier niveau de rigueur qu'il faut observer. C'est pour ça que le principe, c'est purement non serré. Quel que soit X, faisons en sorte que la personne qui vient nous voir ne parte pas plus malade qu'elle est arrivée. Donc, on définit la santé comme un bien-être total, physique, social et mental de la personne. Mais la constitution de l'Organisation mondiale de la santé, qui a été adoptée au 22 juillet 1946, a été adoptée, et son but, c'est justement d'amener tout le peuple à un meilleur niveau de santé, sinon à une santé le plus élevée possible. Et par rapport à cela, nous avons un code de déontologie. Je me suis permis de m'arrêter sur 4 articles. Je ne serai pas très long. L'article 2 nous dit que le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin. L'article 4 nous dit, en aucun cas, le médecin ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux. L'article 9 nous dit, le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Le médecin est responsable de son malade à 100%. On ne peut pas l'influencer d'une manière ou d'une autre, car il en est le responsable. Et l'article 11 nous dit, la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Je m'excuse pour la faute. La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Ceci dit, nous allons voir maintenant. Alors, il y a aussi cette charte d'Ottawa qui nous dit que la prévention et les soins ne sont pas les seuls moyens au service de la santé. Il y a aussi les lois et règlements, les choix en matière d'environnement, l'aménagement du territoire. Il est aussi dit que la santé est un droit fondamental de l'homme et un investissement social. Les États doivent investir dans les politiques pour la santé et dans la promotion de la santé afin d'améliorer l'état de santé de tous les citoyens. Ce qui signifie simplement que la santé est obligatoire. Les États doivent mettre tout en œuvre
pour assurer à la population, à chaque individu, une bonne santé. La santé est obligatoire. Il m'a semblé un peu important de préciser cela avant de commencer, histoire de mettre donc le plat dans les pieds, et de parler maintenant de notre secteur de santé en Côte d'Ivoire. D'abord, qui sommes-nous? Nous sommes l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Nous sommes l'organe patronal des cliniques et polycliniques privées de Côte d'Ivoire. Notre objectif est bien sûr de défendre autant que faire se peut leurs intérêts, de veiller justement à ce que ces médecines soient respectées en fonction des principes que nous venons de dire et que la qualité et la sécurité du malade doit être à tout instant notre préoccupation. Ceci dit, l'ACPCI aujourd'hui, c'est 130 cliniques privées qui sont membres autour d'une fêtière qui est créée depuis 1990 et non 1995. Parmi ces 130 cliniques qui sont membres de la CPCI, nous avons plusieurs polycliniques. Nous avons à peu près 100 cliniques. Et nous avons aussi dans un nombre total de 255 cliniques à peu près en Côte d'Ivoire. Nous ne retenons au niveau de l'Association des cliniques de Côte d'Ivoire que les établissements légalement constitués, vous verrez pourquoi je dis ça, et normalement inscrits, dont les médecins sont normalement inscrits au Conseil de l'ordre des médecins. Dans notre pays, nous avons un fort potentiel de cliniques et ce potentiel de cliniques offre un plateau technique de qualité. Je vais m'arrêter ici pour préciser ceci. Notre rôle, c'est d'accompagner l'État dans sa mission de santé publique. En Côte d'Ivoire, si nous partons simplement à partir des IRM, on compte à peu près 14 IRM en Côte d'Ivoire. Il y en a 11 dans le secteur privé. Sur les 14. On compte à peu près une trentaine de scanners en Côte d'Ivoire. Vous en avez au moins 25 dans le secteur privé. Et le secteur privé est l'un des secteurs qui permet aujourd'hui à la plupart des malades d'avoir accès à un haut niveau de prise en charge du point de vue de la santé. Je suis prêt à parier ici que les 100% des personnes présentes dans cette salle consultent au niveau du secteur privé. Je suis prêt à mettre ma main à couper. C'est très important. Cela permet de souligner un peu le poids de ce secteur dans notre système national de santé. À côté de ces structures et de leur performance aujourd'hui qui est indiscutable, nous avons aussi des ressources humaines de qualité. Nous couvrons presque toutes les spécialités en matière de santé, avec des professionnels de haut rang qui confèrent justement à ce secteur privé un potentiel supplémentaire. Nous assurons plus de 50% de la couverture maladie en Côte d'Ivoire, du secteur privé, avec 1300 médecins et plus de 1000 lits d'hospitalisation sur 3000 lits que contient notre pays. Bien sûr, on contribue à l'emploi, à la fiscalité de l'État, et 90% des personnes assurées en Côte d'Ivoire, sinon plus, consultent dans le secteur privé. Et à côté, justement, de ce secteur qui fait autant d'efforts pour répondre aux attentes, il y a de nombreuses faiblesses. La première faiblesse, ce sont les tests et lois de ce secteur. Vous serez surpris de savoir qu'il n'y a aucun texte, je dis bien aucun texte, qui légifère l'organisation du secteur privé en Côte d'Ivoire, au niveau de la santé. Il n'y en a pas. On se levait un matin, le secteur privé de la santé a commencé à fonctionner sans qu'on ait mis en place les cadres législatifs,
réglementaires, décrets et tout ça qui peuvent permettre d'accompagner ces secteurs. Le secteur privé de la santé a commencé à fonctionner sans qu'on ait mis en place. Et nous constatons qu'aujourd'hui, vous avez 73% des structures du secteur privé qui sont des structures illégales, qui fonctionnent sans autorisation, qui fonctionnent comme elles veulent, etc., etc. Nous avons dit que c'est un drame, parce que nous avons posé la question à nos amis du Maroc et de la Tunisie, ils nous ont dit que c'est impossible dans notre pays. 0%. Nous en avons 73%. Ce qui signifie toute la rigueur et la vigilance que nous devons mettre quand nous traitons avec ces secteurs. Et l'autre côté, c'est que la plupart de ces structures résident à Abidjan, ce qui pose un peu de problème lorsqu'on s'éloigne de la capitale. L'autre élément sur lequel je voulais insister, c'est justement la dévaluation du franc CFA. Vous savez, je vous ai dit que nous avons un secteur dans lequel il n'y a aucune loi, mais on voit d'un côté tous les efforts que fait ce secteur pour répondre à l'attente de l'État, aux attentes de l'État, mais aussi de la population. Mais c'est un secteur qui souffre. En 1994, il y a eu la dévaluation du franc CFA. Quand il y a eu la dévaluation du franc CFA, toutes les entreprises, conformément aux règles de gestion, ont réadapté leurs coûts, sauf le secteur privé de la santé. On nous a appelés au niveau de l'État pour nous dire que la santé étant sensible, patientez un peu avant de revoir vos prix, en attendant que. Mais nous savons tous qu'en matière financière, c'est impossible. Je ne peux pas acheter un objet aujourd'hui à 100 francs, d'évaluation fait 160 francs, et on va me dire continue de le vendre à 100 francs, en attendant que, sans prendre des mesures d'accompagnement pour me permettre de tenir la route. On me le dit, et c'est fini. Nous sommes restés dans cette affaire jusqu'en 1998, où nous avons appelé nos amis de l'Alsacie, qui ont bien voulu venir à notre rencontre. On a discuté de ce problème avec eux, et on a décidé de tomber sur des coûts, après une étude que nous avons eu à faire, ce que nous avons appelé les prix planchers imposés. À cela, il faut dire que, comme le malin ne vient pas seul, dans la même période, il y a une libéralisation des coûts, des prestations d'une façon générale, une libération des coûts. Cette libération des coûts a contribué à entraîner un désordre total dans le secteur. Parce que les coûts étant libérés, on a estimé que chacun pouvait tirer des prix comme il voulait et comme il voulait. Sans oublier les éléments que je viens de dire en haut, la médecine ne peut être pratiquée comme un commerce. Donc, nous avons discuté, je l'ai dit tout à l'heure, l'Alsacie sur des prix planchers dits imposés. Et malheureusement, nous avons discuté de ces prix planchers imposés en 1998. En 2010, ce n'était pas encore appliqué. Nous avons commencé à les appliquer véritablement que vers 2020, 2019-2020. Nous avons fait dans plus de 20 ans avec des prix qui ne ressemblaient plus à rien du tout, qui ne correspondaient à rien du tout, mais que nous avons accepté de supporter pour pouvoir permettre à la population de continuer de se soigner. Et à côté de cela, qu'est-ce que nous faisons comme constat? Nous avons décidé, suite aux discussions que nous avons, de mettre en place ce que nous avons appelé le tiers payant. Et le tiers payant, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le malade qui vient nous voir, il ne paye plus. Ou bien il paye juste un ticket modérateur. Et c'est nous qui devrons tout supporter et après nous faire rembourser ensuite. Nous avons fait ça dans un contexte où 1994, nos tarifs n'étaient pas réguliers, dans un contexte où l'État n'a pris aucune mesure pour nous accompagner,
On est venu nous dire, écoutez, faites un effort, nous avons fait encore un effort et nous avons mis en place le tiers payant. Et qu'est-ce que nous avons constaté jusqu'au jour d'aujourd'hui? Que nous avons une multitude de structures qui se sont créées et qui ont commencé à faire de l'assurance maladie. Nous en avons plus d'une centaine. En partant des courtiers, des gestionnaires, des mutuelles, etc., des sociétés dites des organismes dits autofinancement, nous avons plus d'une centaine. Ça veut dire quoi? Chacun vient avec sa convention, chacun vient avec sa feuille de soins, chacun vient avec sa codification, chacun vient avec ses règles. Et en face, vous avez des entreprises de santé qui sont obligées de jongler. Quand c'est une telle entreprise, comment je fais pour faire rentrer ces informations? Quand c'est une telle, comment je remplis ces feuilles de soins? C'est pas possible. Nous avons une centaine. Et encore, si on s'arrêtait là, il n'y a pas un jour où il n'y a pas de nouvelles sociétés ou de métiers de santé ou de gestion du tiers payant qui se créent. Alors, je vous parle, il y en a au moins 4 qui attendent de voir si on peut passer des accords. Je dis, moi, je ne passe plus rien. Il faut qu'on discute pour trouver une solution qui arrange tout le monde, sinon ce n'est pas possible. Donc, on a une multitude d'identification des bénéficiaires, on a des diversités de listes des pièces à joindre, etc., etc. C'est impossible à gérer. Donc, je disais, suite à cela, on a une multitude de références médicales, multiples conventions à signer, et dans tout ça, bon, on respecte ce qu'on veut, et on ne respecte pas ce qu'on veut, et on a droit au chantage. Parce qu'on nous dit, écoute, si tu ne casses pas tes prix, je vous ai dit que nos prix, en tout cas ça date, hein. On nous dit, si tu ne casses pas tes prix, on n'envoie pas nos adhérents chez toi. Parce que pendant que tu vas appliquer les prix planchers imposés, nous on a vu avec celui qui est à côté, lui il est prêt à casser ses prix. Nous appelons ça dans notre métier du dumping. C'est formellement interdit. Un médecin n'a pas le droit de descendre ses coûts en deçà des coûts validés par les structures et reconnus par le Conseil de l'ordre. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque M. Kone Mamadou est malade et qu'il vient me voir, il doit venir me voir parce qu'il a confiance en ma compétence. Et qu'il est sûr qu'avec moi, il peut avoir une solution à son problème. Je ne souhaite pas, mais je touche du bois. Il a un problème de santé, il a un problème d'argent. Il dit, bon, il faut c'est 17 500, je mets un Traoré parce qu'il est 11 000 francs. On ne met plus la compétence devant. On met l'argent devant. Et ça, c'est dangereux. Parce que il peut avoir, à côté de lui, un gars qui n'a pas le savoir-faire du tout, mais comme il est moins cher et qu'il va se faire soigner, il va le voir. Chez nous, c'est formellement interdit, c'est le dumping. Par contre, Dr Bogifo peut estimer que les consultations des spécialistes sont à 17 500, lui, il fait ses consultations à 50 000. Ça, c'est autorisé. Si j'estime que j'ai été faire des spécialités, si j'estime que j'ai la compétence, si j'ai confiance en moi, celui qui veut me voir, il paye mes 50 000. Ça, j'ai le droit de le faire. Mais le contraire, non. Si j'ai que 3 malades, ça me regarde. Mais au moins, je fais mes consultations à 50 000. Vous allez en Europe, en France, je crois que c'est 25 € le coût. On ne peut pas aller en deçà. Mais vous avez des gars qui font les consultations à 200 €, 300 €, c'est leur droit. Mais ils n'ont pas le droit d'aller en deçà. Alors, on nous dit souvent que les tarifs sont chers. Je ne vais pas insister dessus, mais j'en ai parlé pour dire que les tarifs sont chers. Vous voyez, on ne peut pas. On ne peut pas. Et on ne peut pas dire ça. C'est pour ça que, lorsque nous discutons avec les ministres, nous leur disons qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de cliniques qui veulent plus s'aligner sur les tarifs, ils veulent augmenter leurs tarifs. Parce qu'ils me disent, on ne peut pas vivre les tarifs de 98. Nous avons fait une étude. L'électricité a augmenté depuis, l'eau a augmenté depuis, le SMIC a augmenté depuis, les médicaments ont été depuis, tous les intrants ont augmenté. Nos tarifs, non seulement n'ont pas bougé, mais ont tendance à chuter. C'est pas possible. On tue les entreprises du secteur privé.
C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui qu'on s'assied tous autour d'une table et qu'on discute. Alors, pardon, je crois que j'ai fait une mauvaise manipulation. Alors, quelles sont les conséquences? J'ai dit que toutes ces faiblesses énumérées ci-dessus ont eu pour conséquence les effets suivants. L'existence d'un système de tiers payant, comme on a dit, sans études préalables et adoption de tests législatifs réglementaires qui encadrent cette profession. Et je tiens à préciser ici que le tiers payant dans le secteur privé n'est pas obligatoire. C'est une simple disposition prise encore par le secteur privé, une faveur faite par le secteur privé pour permettre à la population de venir se soigner. Ce n'est pas une obligation. La question qui se pose aujourd'hui au niveau du secteur privé est de savoir, est-ce qu'on maintient le tiers payant? C'est nous qui l'avons décidé volontairement de le mettre en place, ou est-ce qu'on supprime le tiers payant? Compte tenu de tout ce que je viens de vous évoquer. Bien sûr, pour nous, la question n'est pas pour le moment de supprimer, mais c'est de discuter ensemble. Il faut qu'on se comprenne et il faut qu'on trouve une solution. Quoique, je tiens à le dire aujourd'hui, vous avez beaucoup de médecins qui n'acceptent pas le tiers payant. Je n'irai pas plus loin. Le président de mon conseil de l'ordre, le docteur Akakro, vous allez le voir, c'est un pédiatre, il ne veut pas entendre parler de tiers payant. Il ne veut pas entendre parler d'assurance, rien. Vous venez le voir, vous payez sa consultation, c'est une profession libérale. Et vous allez vous faire rembourser ailleurs. Il ne faut pas, bien sûr, que cette situation se généralise. Alors, nous avons dit que il y a eu des problèmes de tiers payants, avec les cela entraîné dans l'installation anarchique d'établissements, mais l'autre aspect aussi, c'est que nous avons vu, par contre, beaucoup de structures, comme on a dit, les gestions de tiers payants, qui arrivent et qui font du chantage, qui disent que, je l'ai dit tout à l'heure, si vous vous alignez sur le coût, dites harmoniser plus plancher, nous ne travaillons pas avec vous, nous allons travailler avec ceux qui veulent aller beaucoup plus bas, etc., etc. Et tout cela se fait parce qu'en face, comme on dit, il n'y a rien. Il n'y a pas de mesure coercitive, l'État ne réagit pas. Bon, et puis on est dedans, et on avance comme ça, à chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors, quelles sont les conditions de succès de l'assurance maladie en Côte d'Ivoire? De tout ce que nous venons de dire, la première des choses pour nous, c'est bien sûr, il faut qu'on mette en place une loi. Il faut qu'on dise, quand vous allez ouvrir des établissements, quelles sont vos obligations? Qu'est-ce que l'État attend de vous? Qui rend compte à qui et comment? Deuxièmement, nous pensons qu'aujourd'hui, comme cela se fait partout ailleurs, il faut qu'il y ait une convention cadre unique. On ne peut pas signer une convention avec 100, 200 entreprises. Vous allez en France, sécurité sociale, point barre. Tout est géré à ce niveau-là. Les autres, ce sont des complémentaires, mais tout le monde s'est aligné sur la truc de base. Vous allez en Tunisie, ils ont sur la CNAM, ils ont leur compagnie nationale d'assurance maladie, pareil. Mais comme je vous dis chez nous, il y a 100 conventions à signer avec chaque structure. C'est pas possible. Donc, pour nous, il faut adopter une convention cadre unique. Demain, certainement, on en parlera parce que nous avons une proposition à vous faire pour qu'on puisse l'analyser en toute sérénité. Je tiens à rassurer les uns et les autres, notre organisation n'est pas une organisation qui va dans un esprit de bagarre, de parade. Non, nous sommes conscients de toutes les réalités. Nous voulons simplement que nous soyons ensemble. Et pour nous, aujourd'hui, il faut qu'on réalise une étude diagnostique sur l'assurance maladie dans le secteur privé en Côte d'Ivoire. Cette étude s'impose. Elle devait permettre d'aboutir sur des recommandations qui feront exactement l'objet d'un atelier où on pourra tous, ensemble, décider
de ce qu'on retiendra lors de cet atelier. Et cette étude doit être faite par tous les acteurs qui sont concernés. Ce n'est pas une question d'ACPCI tout seul. Nous sommes tous concernés par le problème de l'assurance maladie, que ce soit l'ASACI, l'ACPCI, le syndicat des médecins privés, la Caisse nationale d'assurance maladie, l'État, l'Agence citoyenne de régulation des marchés, de régulation des mutuelles de santé, etc., etc. Nous avons proposé aussi la mise en place, nous le discutons depuis avec le ministère de la Santé, d'une autorité de régulation du secteur privé de la santé. Il y a une autorité de régulation au niveau de la pharmacie, parce qu'ils nous disent que les pharmacies, les médicaments de la rue et tout ça, on comprend, on sait à quel point le médicament est dangereux pour la santé des malades, mais avec 73% de statut illégal, c'est le Et nous sommes convaincus que le ministère tout seul ne peut pas. Il faut penser à mettre en place une structure spécialement chargée de résoudre ce problème-là, de manière à ce que dans un délai assez satisfaisant pour tous, on puisse réduire de façon drastique ce drame. Comme on dit aussi, il faut uniformiser les actes de soins en respectant les principes de base de la CNAM. Si la CNAM prévoit une seule feuille de soins, il faudrait qu'on fasse en sorte, comme c'est la soin de base, qu'on va avec cette seule feuille de soins. Si la CNAM propose un identifiant unique qui soit adopté par tous, au moins ça va nous éviter d'avoir ce problème de multiples identifiants, etc., etc. Et le gros problème que nous avons, c'est justement un système informatique unique. Parce que chacun vient avec son système informatique. Quand tu reçois ton malade, il faut savoir comment rentrer ici, rentrer ça. Bon, c'est pas possible. Et là encore, il faut un système informatique qui soit unique. Donc, pour nous, les conditions de succès, c'est donc d'assurer une uniformisation digitale de ce système informatique, parce qu'ils appelaient le concentrateur de flux. Je crois qu'il y a un projet de la CNAM qui est en cours. Oui, je pense que ça doit être... oui, toujours, merci. Le toujours, je comprends bien, mais je pense que ce sera effectif bientôt. Adopter une nomenclature unique des actes médicaux. Et un autre problème que nous avons, c'est les ristournes. Vous avez beaucoup de sociétés de gestion maladie, etc., qui exigent dans ce contexte que je viens de vous dire, des ristournes. Pour vous rembourser vos pauvres actes, il faut leur faire des ristournes. Nous avons reçu dernièrement, je ne dirai pas le nom, une société d'assurance, j'ai dit bien d'assurance, qui a demandé aux membres, compte tenu du fait qu'il a revu tout son système informatique, et que ce système informatique revu faciliterait le traitement des dossiers, a exigé que tout le monde lui verse 5% parce qu'il a fait cet effort-là. C'est pas possible. C'est impensable. Mais c'est une réalité. Et nous subissons ça tous les jours. Ouais. Nous avons reçu, je donne cet exemple rapidement, une mutuelle de santé qui veut nous voir, qui nous dit, écoutez, nous, on n'a pas d'argent, etc. C'est trop compliqué. Moi, on est une mutuelle, on est X personnes derrière vous. Alors, cassez vos prix. On ne peut pas, on a regardé. Faites ça à 5 000, 8 000. On va venir se faire soigner chez vous. Je lui dis, monsieur, je suis désolé, c'est un secteur privé. Ils viennent, ceux qui peuvent. C'est comme si vous me dites, vous allez à l'hôtel Ivoire, vous dites au gérant de l'hôtel Ivoire, comme mon chauffeur conduit le patron et que vous logez le patron, cassez vos prix pour qu'on puisse loger le patron aussi à l'hôtel Ivoire. Mais enfin, bon sang, c'est un non-sens. Mais chacun va où ses moyens lui permettent d'aller. Et à ce rythme-là, où voulez-vous qu'on aille? Comment voulez-vous que ce secteur soit performant? Mais malgré ça, nous avons fait qu'on appelle ça, de la qualité, de manière à ce que transformer notre pays en véritable hub de santé, une de nos priorités. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nous sommes le seul pays en Afrique où on a un traitement par comment on appelle, le cyber, il y a un terme là, ça va me revenir, que fait par l'hyperbar, que fait la clinique Farah, pour ne pas faire de publication. L'hyperbar. Mais nous sommes les seuls à faire ces efforts-là. Nous sommes en train de penser à mettre en place, enfin bref, je veux dire, un véritable centre de cancérologie, le plus performant d'Afrique de l'Ouest. C'est plus de plusieurs milliards que ce secteur consent à faire, mais sans
accompagnement de qui que ce soit, sans accompagnement de l'État. Nous sommes seuls, livrés à nous-mêmes dans cette bataille pour assurer une santé de qualité à tout le monde. Alors, j'espère ne pas avoir été long, mais je veux dire, aujourd'hui, on a mis en place une couverture maladie universelle, qui devient donc une assurance obligatoire pour tout le monde. Il serait souhaitable qu'on puisse tous s'asseoir autour d'une table pour voir comment, à partir de cette assurance obligatoire, on puisse trouver des solutions pour le secteur privé. Nous avons proposé une étude, mais nous savons que l'étude va prendre du temps. Si nous voulons faire quelque chose de sérieux, il faut d'abord qu'on s'accorde. J'espère que à la fin de ces travaux, on s'accordera sur cette proposition-là. Et je vous ai dit, nous avons fait une proposition de tiers payant. Nous pensons qu'on a qu'on appelle ça d'une proposition de convention cadre. Nous espérons vraiment qu'en attendant, nous puissions commencer vers ce minimum de convention cadre, qui serait un minimum d'entente entre nous, de manière à déjà un peu limiter tout ce qu'il y a comme dégâts autour de ce secteur. Parce que, malheureusement, si on y prend garde, on risque d'aller progressivement vers la suppression du tiers payant. Et je peux déjà vous assurer qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont au courant. Il y a des structures qui sont déterminées à aller vers la suppression du tiers payant, qui l'ont fait savoir. Et nous sommes en train de discuter avec elles pour qu'on lève un peu cela. C'est ça, comme dirait l'autre, la réalité. Parce que quand on voit le nombre de documents qu'il faut traiter par jour, ça demande, nous, pour traiter ça, d'embaucher du personnel. Et embaucher, on embauche plus, il y en a plus, on embauche du personnel. Et plus, il faut des papiers pour pouvoir travailler. Et nos coûts ne varient pas. Et ça devient compliqué. Alors, donc, je ne serai pas long, mais je dirais que, pour terminer, notre souhait, c'est que nous prenons tous conscience des efforts que fait ce secteur privé pour assurer la santé de tout le monde. Nous devons tous prendre conscience que si nous ne faisons rien du tout, le secteur privé sera obligé, bien malgré elle, de lever, malgré lui, de lever la décision de, comment on dit ça, de tiers payant comme nous avons eu à prendre. Et ce serait bien dommage, parce que, comme on dit, il risque d'avoir beaucoup de drames dans notre pays. Mais nous faisons confiance, nous sommes toujours ouverts, et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous trouverons une solution, car nous fondons beaucoup d'espoir sur ces états généraux. Je vous remercie. La présentation va se faire autour des points suivants. Le cadre réglementaire de la CMU. On va donc vous présenter un peu tout ce qui a été pris comme texte concernant la CMU, parce que c'est un service public qui est entouré de lois, de décrets, d'arrêtés. On va présenter la NGAMSI, qui est la nomenclature générale des actes de médecine et de biologie en Côte d'Ivoire. L'articulation entre la CMU et les systèmes de couverture santé. Les actes de collaboration avec les autres systèmes de couverture santé. Le cadre réglementaire de la CMU. Il faut dire que la CMU, on le dit communément, est née en 2014 à travers une loi qui a été prise le 24 mars 2014 et qui institue la CMU. Cette loi précise que la CMU est un système obligatoire de couverture du risque maladie au profit des populations résidant en Côte d'Ivoire. C'est un des principes essentiels de la CMU qui fait la différence avec les assurances complémentaires, les assurances privées, les mutuelles sociales, parce que là, l'adhésion est obligatoire. Toutes les populations qui vivent sur le territoire ivoirien sont obligatoirement assujetties à la CMU. La CMU couvre les prestations de soins inhérentes à la maladie ou à l'accident, à la maternité et à la réhabilitation physique, à l'exception des maladies professionnelles et des accidents de travail. On a déjà une IPSE qui prend en charge cette catégorie de maladies, notamment la Caisse nationale de prévoyance sociale. La territorialité de la CMU est nationale. Il faut résider sur le territoire ivoirien pour bénéficier de la couverture maladie universelle.
sauf dispositions particulières dans le cadre de conventions de sécurité sociale. Aujourd'hui, on n'a pas encore signé de convention avec d'autres pays. Donc aujourd'hui, pour bénéficier de la CMU, il faut être sur le territoire ivoirien, quelle que soit votre nationalité. Les assurés de la CMU sont couverts sans discrimination liée à l'âge, au sexe, à la religion, aux antécédents pathologiques ou aux zones d'habitation. Donc, pour bénéficier des prestations de la CMU, on n'a pas besoin d'aller faire des examens pour voir si ça va mieux. Vraiment, la CMU, c'est pour tout le monde, parce que ce sont des habitudes qu'on a au niveau du secteur privé, au niveau de la CMU, quel que soit votre âge, vous pouvez souscrire à la CMU. L'essentiel, c'est de pouvoir cotiser le montant forfaitaire de 1 000 francs par personne et par mois. Sont exclus de la CMU tous les actes de soins non prévus à la nomenclature générale des actes de médecine et de biologie de Côte d'Ivoire définis par décret. Mais en même temps, le panier de soins, il s'est articulé autour des pathologies qui touchent le plus les populations et qui ont le plus d'impact sur les populations. Le principe de prise en charge de la CMU est le tiers payant. Tout à l'heure, le président a rappelé un peu l'histoire du système de tiers payant. Donc, c'est un système généralisé de tiers payant avec un niveau de couverture de 70% pour tous les actes du panier de soins de la CMU. La CMU est gérée et régulée par une institution de prévoyance sociale, notamment la Caisse nationale d'assurance maladie, l'IPS-CNAM. Le paiement des prestations de la CMU peut se faire à l'acte, sous forme de forfait par pathologie, par capitation ou selon tout mécanisme permettant de garantir la performance ou la viabilité de la CMU. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore démarré la capitation, mais c'est prévu par la loi qu'il est possible d'utiliser ce moyen de paiement. Le barème financier de la CMU est défini par décret. Le bénéfice des prestations de soins est subordonné au respect d'un parcours de soins défini par décret. En 1996, il y a déjà un décret qui avait été pris pour définir le parcours de soins dans la pyramide sanitaire en Côte d'Ivoire. Et la CMU exige le respect de ce parcours de soins. Les prestations de soins ne sont prises en charge que dans le cadre de conventions individuelles collectives avec des prestataires de soins publics ou privés. Donc on peut signer directement avec des structures ou alors ça peut être dans le cadre d'une convention collective. Aujourd'hui, avec les assureurs, nous sommes dans le cadre de conventions individuelles. Ah, ils ne me respectent pas, forcément. La gestion de la CMU a été confiée à une institution de prévoyance sociale dénommée Caisse nationale d'assurance maladie, qui elle aussi a été créée par décret. Donc c'est le décret 2014-395 du 24 juin 2014 et qui porte création de la CMU, de la CNAM, IPS-CNAM. Et la CNAM a pour objet d'assurer la gestion des régimes créés dans le cadre de la loi instituant la CMU. Il faut le rappeler, la CMU a deux régimes. On a le régime général de base, qui est celui qui concerne la plupart des personnes vivant sur le territoire ivoirien. Donc, ce régime-là, il est destiné à toutes les personnes qui peuvent cotiser 1 000 francs par mois. Et puis, on a un autre régime qui est le régime d'assistance médicale. Et celui-là, c'est vraiment pour toutes les personnes qui ne peuvent pas. Mais pour bénéficier de ce régime, il y a des études qui sont faites, des enquêtes, et qui sont après validées par une rencontre communautaire, on va dire une validation communautaire, qui permet de dire que ces personnes qui avaient été préalablement retenues à l'issue de l'enquête peuvent effectivement bénéficier du régime d'assistance médicale de la couverture maladie universelle. Donc on a deux régimes et ces deux régimes sont gérés par la Caisse nationale d'assurance maladie. La CNAM également est chargée d'assurer la gestion de tous programmes spéciaux, y compris pour le compte de tiers, dont l'objet concourt à une meilleure prise en charge du risque maladie. Le recouvrement des cotisations et le service des prestations afférentes à ces différents régimes. Donc c'est la CNAM qui assure le recouvrement des cotisations dans le cadre de la CMU. La CNAM assure la gestion des fonds collectés au titre des régimes du système de couverture maladie universelle et la CNAM assure la régulation de la CMU. La loi prévoit que la CNAM puisse déléguer certaines de ses missions à des organismes qui ont une certaine expérience en matière de prévoyance sociale. Et à ce titre, on a le statut de ces organismes qui est prévu. Donc ces organismes peuvent être des institutions de prévoyance sociale, des IPS,
des sociétés relevant du code CIMA, des mutuelles sociales au sens du règlement communautaire 07, ou des sociétés commerciales justifiant d'une expertise en matière de gestion technique du risque maladie. Donc il faut appartenir à une de ces catégories pour être organisme gestionnaire délégué de la couverture maladie universelle auprès de la CNAM. J'ai du mal avec... Dis donc. Ok. Bon, je pense qu'on va avancer parce que là, j'ai du mal à faire passer les diapositives. Est-ce que les piles n'ont pas... Essayez de voir. Voilà, il fait passer, c'est mieux. Vous retournez sur la diapo concernant la Sénat. Voilà, ensuite. C'est bon? Ok. Donc la CNAM est tenue d'organiser le contrôle médical avec pour objet de vérifier auprès des prestataires de soins les prescriptions, la dispensation des soins, des médicaments requis, d'apprécier la validité des prestations au niveau des prestataires de soins. Le périmètre du contrôle médical, c'est d'abord l'assuré de la CMU, les prestations de soins de santé de la CMU, les organismes gestionnaires délégués chargés de la liquidation des prestations de la CMU, les acteurs du contrôle. Le contrôle médical, il est effectué par les praticiens conseils. On a des médecins, des chirurgiens dentistes, des pharmaciens qui sont au niveau de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et on a un qui est parmi nous aujourd'hui et bon, qui pourra peut-être, après s'il y a des questions relatives au contrôle médical, il pourra répondre à ces questions-là. Ces acteurs-là sont habilités à accéder librement aux établissements sanitaires conventionnés par la CNAM. Le centre de soins est tenu de leur communiquer tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle. Un autre décret, c'est le décret fixant les modalités d'accès aux prestations de soins de santé. L'ouverture des droits aux prestations est subordonnée par le paiement préalable des cotisations et au respect du délai de carence. La CMU, c'est 1 000 francs par personne, c'est un montant forfaitaire, 1 000 francs par personne et par mois. Pour bénéficier des prestations de la CMU, il faut observer un délai de carence de 3 mois, à partir duquel vous pouvez désormais bénéficier des prestations. En cas de cessation de paiement de ces cotisations, l'assuré bénéficie des prestations pendant une durée de 3 mois, au bout desquels la CNAM suspend ses droits. Ceux-ci ne sont rétablis qu'après l'observation d'une nouvelle période de carence à compter de la date de paiement de toutes les cotisations dues. En général, quand on est avec les populations, ça passe un peu mal, mais c'est normal parce que, auquel cas, on saute 6 mois ou on saute 1 an, et puis quand on a un vrai souci, on vient, on paye les 12 000 francs et on essaie de bénéficier des prestations. La CNAM remet à l'assuré une carte d'assuré qui comporte sa photographie, les éléments nécessaires à son identification et son numéro d'immatriculation. La carte d'assuré doit obligatoirement être présentée par l'assuré au prestataire de soins de santé pour bénéficier des prestations. À défaut, une attestation de droit peut être dérivée lorsque la carte n'est pas prête et que l'assuré est immatriculé, ou alors lorsque l'assuré a perdu sa carte ou la carte est dégradée. Ici, c'est vrai que pour cette présentation, comme c'est une présentation sur les prestations, on n'est pas revenu vraiment sur le processus d'identification et d'immatriculation, mais l'État de Côte d'Ivoire a opté pour une immatriculation ou un enrôlement biométrique, donc la prise de photos et des empreintes. Je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à cet identifiant unique dont on a parlé depuis ce matin. Et c'est vrai que c'est un peu complexe, c'est contraignant pour la population. Ce matin, le ministre a donné les chiffres de 3 200 000 personnes. C'est contraignant, mais c'est aussi ça, un élément important de lutte contre la fraude. On l'a évoqué ce matin, la fraude en la matière, c'est vraiment important. Le prestataire de soins de santé doit obligatoirement procéder à la vérification d'identité et des droits de l'assuré avant toute prestation sous peine de se voir refuser la prise en charge par la CNAM. Donc ici, ce n'est pas directement le prestataire. Dans le cas de la CMU, on a pu déployer dans les centres de santé conventionnés des agents d'accueil. C'est justement sur cette question-là que le Dr Brou est au ministère de la Santé, des agents d'accueil qui vont vérifier que la carte appartient à celui qui est dans le centre de santé et également vérifier que la personne a les droits ouverts, donc elle a cotisé et elle a observé le délai de carence de 3 mois. Un autre décret, c'est le décret déterminant les procédures de conclusion, de suspension,
et des conventions régissant les relations entre la CNAM et les prestataires de soins de santé. Ce décret dispose que le dispositif conventionnel entre la CNAM et les prestataires de soins de santé est constitué de conventions individuelles, on l'a déjà dit. La convention individuelle est conclue entre le CNAM et un prestataire de soins de santé, alors que la convention collective, bien évidemment, c'est entre la CNAM et une organisation. Il y en a avec le ministère de la Santé, donc ça peut être des prestataires de soins également. L'article 3 précise que les conventions individuelles et collectives sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la protection sociale et du ministre chargé de la santé. Le prestataire de soins de santé fait parvenir à l'IPSCNAM un exemplaire de la convention accompagné de 2 formulaires d'adhésion dûment remplis et signés. Bon, tous ces détails-là, parce qu'on est avec les assureurs et c'est possible que certains ici soient intéressés. Le prestataire de soins de santé relevant du secteur privé qui n'entend pas adhérer à la convention collective approuvée par arrêté conjoint en informe par écrit l'IPSCNAM. Il peut aussi à tout moment formuler une demande d'adhésion à cette convention collective. Voilà. Donc vous avez la possibilité, même quand vous n'avez pas été signataire dès le départ, d'adhérer, vous pouvez également vous retirer, même si c'est une convention collective qui lie votre organisation à la Caisse nationale de prévoyance d'assurance maladie. Le dernier arrêté que nous allons citer ici, c'est l'arrêté qui définit les conditions et modalités de l'assujettissement, de l'affiliation et de l'immatriculation. Et ce décret précise que la mise en œuvre de toute couverture complémentaire n'est autorisée qu'au bénéfice des personnes assujetties à la couverture maladie universelle et en règle vis-à-vis de celle-ci. Cette disposition, c'est vrai que parfois elle semble gêner, mais c'est aussi à ce prix-là qu'on peut mettre en œuvre le principe qui dit que la CMU est obligatoire. C'est vrai que la loi définit ce principe, mais tant qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas de disposition pour mettre en œuvre justement cette disposition de la loi, je pense qu'on ne va jamais y arriver. Voilà, donc on a ce décret qui institue le principe de l'assujettissement obligatoire, mais on a également des tests qui viennent pour que ce soit effectif sur le terrain. Et c'est comme ça que vous avez reçu, que l'ASACI d'ailleurs a signé en janvier 2019 le premier engagement qui disait que toute personne bénéficiant d'une assurance complémentaire devait être assujettie, devait être en règle vis-à-vis de la CNU. Et après, cet engagement a été repris par la direction des assurances en 2020 pour proroger le délai de suspension des assurances complémentaires pour toute personne non enrôlée. Et aujourd'hui, on est à la date du 31 décembre 2021. Donc on a encore 600 000 personnes enrôlées avant cette date. On va y arriver. Donc cette disposition fait obligation à toute structure qui pratique la couverture santé de s'assurer que ses bénéficiaires soient enrôlés à la CMU et ajoutent de leur cotisation. Et déjà même ce matin, on nous demandait, mais comment est-ce qu'on va faire? J'ai dit, mais on est là pour ça. Les assureurs sont là, la CNAM est là, la direction des assurances est là, et on est là pour ça. On a déjà rencontré l'AIRMS, on est obligé de rencontrer toutes les structures qui fédèrent donc les assureurs, les mutuelles sociales, pour que justement on puisse mettre en œuvre cette disposition après 5 reports. Mine de rien. Donc c'était un peu le cadre réglementaire de la CMU. Il y a 11 décrets, on a présenté je crois 4 ici, voilà, mais qui nous intéressent vraiment dans ce cadre-là. Maintenant la NGAMSI, la nomenclature générale des actes de médecine et de biologie de Côte d'Ivoire, on va essayer de parcourir un peu la NGAMSI. Le décret sur la NGAMSI a été pris en novembre 2016 et il fixe donc la nomenclature des maladies, des problèmes de santé au niveau de la Côte d'Ivoire. La NGAMSI établit la liste des actes avec leurs codes et leurs cotations pratiquées par les professionnels de santé habilités à exercer leur profession conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le président, dans son intervention, a évoqué cette limite-là au niveau de notre système de santé. Et la NGAMSI a été élaborée en mettant à contribution tous les acteurs dans le domaine. Je pense que le président était présent à Dabou lorsqu'on travaillait sur tous ces textes-là qui allaient après régir d'une certaine manière le fonctionnement de la CMU en Côte d'Ivoire. Le tarif de chaque acte est en fonction de sa cotation. La cotation est fixée par une lettre clé affectée d'un coefficient. La valeur de la lettre clé est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé. Et il est créé par arrêté du ministre en charge de la santé une commission de révision de la NGAMSI. Voilà, on n'a pas forcément défini une périodicité, mais la NGAMSI peut être toujours révisée. Tout manquement aux dispositions du présent décret constitue une faute professionnelle passible de sanctions disciplinaires. La mise en place de la NGAMSI permet non seulement
de combler un vide juridique, un vide en Côte d'Ivoire, mais également d'avoir une codification unique des prestataires de soins et des pathologies. C'est important qu'on en parle parce qu'après, on va évoquer les axes de collaboration et ce sont tous ces éléments-là qui vont nous permettre après de pouvoir assurer la complémentarité entre les actes aujourd'hui dans le cadre de la CMU et les actes que vous offrez au niveau des assurances privées. On essaie de décrire ici la NGAMSI, qui est en fait qui est basée sur une codification alphanumérique. Donc on utilise des lettres et on utilise également des chiffres au niveau de la NGAMSI. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez un peu comment est-ce que c'est structuré, mais dans tous les cas, les praticiens sont formés aujourd'hui à l'utilisation de la NGAMSI pour pouvoir justement donner des prestations dans le cadre de la CMU, en tout cas pour tous ceux qui sont conventionnés. Donc demain, si on a des structures privées qui sont conventionnées, elles auront l'obligation d'utiliser cette nomenclature-là. Allons-y. Voilà, donc on a dit les actes de médecine, mais également les actes de biologie. Donc la première structure qui a été présentée, c'est au niveau des actes de médecine, et ici, ce sont les actes de biologie qui sont précédés toujours. Cette nomenclature est toujours précédée par la lettre B pour désigner la biologie. Ça, c'est au niveau des maladies. Les maladies, c'est la CIM10 qui est utilisée pour les maladies. Maintenant, quelle est l'articulation entre la CMU et le système de couverture santé? On a évoqué tout à l'heure la possibilité pour des structures qui ont une certaine expertise en matière de prévoyance sociale d'être organismes gestionnaires délégués. Et déjà, on a des acteurs en matière d'assurance privée qui sont organismes gestionnaires délégués, notamment au niveau de la liquidation des prestations. Donc ça, c'est déjà quelque chose, c'est déjà des liens qui existent entre la CNAM et les professionnels de l'assurance privée. On a également la sensibilisation. Ça, c'est quelque chose qui est fait depuis qu'on a commencé la CMU, mais la sensibilisation s'est accentuée justement en 2019 lorsqu'il s'est agi de mettre en œuvre la disposition du décret sur l'assujettissement qui faisait obligation d'être en règle vis-à-vis de la CMU pour bénéficier de votre assurance complémentaire. Donc, déjà, on a ces deux axes-là qui sont utilisés. Le rôle d'OGD, d'organisme gestionnaire délégué, et le rôle de sensibilisation des populations qui sont déjà dans votre portefeuille, qui sont vos clients. Maintenant, là, vraiment, on va essayer d'aborder dans les axes de collaboration ce que nous avons en perspective. Donc, avant d'arriver là, quels sont les axes aujourd'hui? Quelle est l'articulation entre la CMU et les systèmes de couverture santé? On a essayé de diviser la population en 3 groupes. Diapo. Donc là, les assurés qui cotisent, donc qui sont à jour au niveau de la CMU, les indigents et les populations non couvertes par la CMU, donc celles qui ne cotisent pas. Donc là, toutes ces populations, quelle que soit la catégorie à laquelle vous appartenez, vous bénéficiez aujourd'hui du panier de soins des programmes financiers. SIDA, tuberculose, bien sûr, si vous rendez dans un centre de santé public. Quelle que soit, toujours ce diapo, aujourd'hui, quelle que soit la catégorie à laquelle vous appartenez, mais vous bénéficiez du panier de soins des mesures d'exemption. Voilà, les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Maintenant, au niveau du cadre qui est violé, le panier de soins de la CMU ne peut être utilisé que pour des personnes qui sont assurées cotisants, donc à jour de cotisation, ou alors pour les indigents, parce que l'indigent, il ne paye pas, c'est l'État qui paye ses cotisations. Aujourd'hui, tous les indigents que nous avons identifiés, quand nous les enrôlons, les droits sont tout de suite ouverts et peuvent bénéficier des prestations. Voilà. Maintenant, on a quand même les populations non couvertes. C'est vrai que la CMU, elle est obligatoire, mais cette obligation se met en place de façon progressive. Voilà, parce qu'on connaît notre contexte. Il y en a pour qui on peut tout de suite mettre l'obligation en place, notamment le secteur formel. Les cotisations, on sait comment les prélever. Mais il y en a pour lesquels il faut chercher. Et aujourd'hui, on est en train de prendre des textes, notamment pour le secteur agricole, pour les intégrer à la CMU. Donc, c'est de façon progressive que cette obligation va se mettre en place. C'est pour ça qu'on a quand même une partie des populations non couvertes par la CMU. Et envers, on a tous ceux qui bénéficient des assurances privées ou des mutuelles sociales. Voilà. Donc, voilà un peu l'articulation qu'il y a entre la CMU et tout ce qui existe déjà
en matière de prise en charge des soins de santé des populations vivant sur le territoire ivoirien. Diapo. Les axes de collaboration, tout à l'heure je l'ai indiqué, quelles sont les perspectives. Le concentrateur de flux. Vraiment, la complémentarité entre les assurances privées, les mutuelles sociales et la CMU, cette complémentarité sera possible que si nous avons le concentrateur de flux. Et tout à l'heure, le président l'a évoqué, et certains ont demandé est-ce que ça existe encore? Oui, ça existe. C'est lourd à mettre en place. Au départ, on avait même essayé de mettre en place un modèle de financement du concentrateur de flux. Ça évolue aujourd'hui. Donc, les travaux avancent, et normalement, en mars 2022, on doit livrer le concentrateur de flux. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la date qui a été arrêtée. Les travaux ont démarré depuis déjà quelques mois. Donc la CNAM développe un outil informatique dénommé concentrateur de flux, dont l'objectif à terme est d'être le seul interface informatique installée chez les prestataires de soins. Les 5 acteurs ou grands acteurs de la couverture santé qui conserveront leur outil informatique de gestion interne seront connectés à cet outil qu'ils vont renseigner à partir des contrats et barèmes des prestations de leur clientèle. Donc on a les sociétés d'assurance qui font la branche maladie, les courtiers, gestionnaires de portefeuille maladie, les gestionnaires de portefeuille maladie, les mutuelles de santé, les sociétés qui font de l'auto-assurance. Toutes ces entités devront être en règle vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Ce sont les acteurs qui pourront avoir accès au concentrateur de flux. On a également la feuille de soins unique, qui est un élément qui va permettre justement d'assurer la complémentarité. Il s'agit d'une feuille de soins pour les 4 grands groupes de prestations qui ont été conçus en lien avec les experts du ministère en charge de la santé, mais avec vous aussi, parce que je l'ai rappelé tout à l'heure, lorsqu'on était à Dabou, les travaux sur la feuille de soins ont également, je dis que les assureurs ont pris part à ces travaux sur la feuille de soins. Donc cette feuille-là, elle a été conçue avec votre contribution. Le bon de prise en charge pour les consultations et les actes de soins ambulatoires, là il y a 3 feuilles. On a 4 feuilles, on a 4 types de bons plutôt. Pour le bon de prise en charge pour les consultations et les actes de soins ambulatoires, il y a 3 feuilles. Le bon de prise en charge pour les actes de biologie et d'imagerie médicale, on a 2 feuillets. Pour le bon de prise en charge pour les soins et prothèses dentaires, 2 feuillets. Et puis le bon de prise en charge pour les mises en observation et les hospitalisations, on a 2 feuillets. Ces feuilles de soins ont été conçues pour permettre la facturation des prestations couvertes par la CMU, mais aussi celles des complémentaires santé, mais aussi les actes hors panier de soins, ainsi que les dépassements tarifaires de la CMU. Même si ce ne sont pas les tarifs pratiqués par la CMU, on peut toujours utiliser ces différentes feuilles de soins qui ont été conçues. Voici un exemplaire de feuille de soins. On peut continuer. Le concentrateur de flux. On a essayé de le schématiser avec les différents acteurs. Des couleurs auraient pu nous guider un peu plus. Les flèches qui vont, les flèches qui montent, on a les prestataires de soins de santé. Prestataires de soins de santé. Ensuite, en bleu, les flèches en bleu, on a les assureurs. Et puis en vert, on a la Caisse nationale d'assurance maladie. Ce sont les principaux acteurs qui vont utiliser le concentrateur de flux avec des échanges d'informations, vérification déjà, présentation de sa cadre CMU au niveau du centre de santé. La flèche qui est en rouge permet de montrer que il y aura une vérification de la validité des droits qui va se faire au niveau du centre de santé et une réponse qui va être donnée au prestataire de santé pour dire oui, vous pouvez le prendre en charge, et des informations qui seront transmises dans les flèches en bleu au niveau de l'assureur complémentaire. Des informations pourraient être échangées également avec l'assureur complémentaire, et tout ça, toutes ces informations seront transmises à la CNAM à travers des feuilles de soins électroniques. Donc, je pense que sur ça, on pourra revenir parce que c'est vraiment un élément clé qui va, on va dire, définir le cadre de collaboration entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les assureurs privés que vous êtes. Donc, on va revenir vraiment sur ces éléments-là, et j'ai même demandé à l'informaticien vraiment d'être là au cas où il y a des questions, mais comme on l'a dit, demain, après-demain, on sera ensemble et on pourra toujours revenir sur ces points-là parce que c'est vraiment important. Il faut qu'on vous rassure que le concentrateur de flux, ce sera une réalité parce qu'on sait bien que sans cet élément-là, il sera difficile de mettre en œuvre la CMI telle qu'elle a été conçue. Bon, pour pouvoir mettre en place
tous ces mécanismes-là, je pense qu'il y a quand même certaines exigences. Voilà, il faut déjà qu'on puisse enrôler, que tout le monde puisse se faire enrôler, notamment vos clients. Voilà, et que les populations puissent également cotiser à la CMU. Voilà, c'est vrai que là, on a fait une présentation axée sur les prestations. Si c'était une présentation sur le système général de mise en œuvre de la CMU, on aurait fait vraiment on aurait peut-être passé à revue le processus de recouvrement des cotisations parce que même ça, c'est pas évident. Voilà, ça, c'est pas évident. Donc, il faut être enrôlé, il faut payer ses cotisations, il faut qu'on respecte le parcours de soins, il faut mettre en place mettre à disposition plutôt les informations correctes de la complémentaire santé et de l'assurance en temps réel. Il faut une mise en conformité administrative des centres de soins. Le président l'a dit. Aujourd'hui, la CMU est plus avec le secteur public, c'est comme ça que c'était prévu. Mais il faut bien, pour que la complémentarité puisse se faire, parce qu'on sait que vos clients en général sont dans le secteur privé, il faut qu'on puisse conventionner des structures sanitaires privées. Et pour le faire, il faut que, au niveau des centres de santé privés, au niveau des structures sanitaires privées, il faut que la réglementation soit respectée. Et là, le président, je pense qu'il a assez évoqué ces points-là. L'autorisation d'exercer des professionnels de santé, tout ça, ça a été dit déjà aujourd'hui. Le contrôle des droits de l'assuré par le prestataire de soins et le respect du délai de paiement des prestataires. Bon, à ce niveau-là, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des prestataires dans la salle. Ça, ce sont des choses qu'on nous reproche parfois, le délai de paiement des prestations dérivées dans le cadre de la couverture maladie universelle. Donc, il y a quand même des exigences pour qu'on puisse effectivement collaborer dans le cadre de la couverture maladie universelle. Mesdames, Messieurs, voilà ce que nous avions à vous dire cet après-midi. On va commencer les échanges, mais comme je l'ai dit, Dr Bourg sera là, le directeur des prestations, la DSI sera là. On va pouvoir continuer les échanges demain et après-demain pour que vous ayez plus de précisions sur les aspects que nous avons évoqués pendant cette présentation et je vous remercie. Nous avons eu droit à deux grands exposés. L'exposé de Dr Boudjifo a été très dense, vraiment dense. Il nous a fait un cours sur la santé et il nous a présenté les forces et faiblesses du secteur privé de la santé. Dans la conclusion, j'espère que ce n'est pas une menace. Voilà, sur le tiers payant. Parce que nous tous, nous sommes des assurés et des malades potentiels. Madame Bamba nous a présenté le cas réglementaire de la couverture d'assurance, du nom de la couverture maladie universelle, et elle nous a indiqué les conditions dans lesquelles nous pouvons bénéficier de ce régime de base. Et elle a présenté les actes de collaboration entre les structures privées aujourd'hui existantes et la CENAM. Alors, nous allons vous passer la parole pour poser des questions. Docteur Hassan Koulibaly, il est là. S'il y a d'autres questions, on pourra les lui poser. Parce que aussi, bon, il y a le fait que même le coût, je crois, de la biologie, on dit c'est plus cher en Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays. Peut-être il y a des questions là-dessus. Il pourra répondre. Donc, mesdames et messieurs, vous avez la parole. Bonjour, Président. Bonjour aux brillants panélistes. Je suis Guillaume Magbi, je travaille pour un courtier Ascoma. Oui, Ascoma. Oui, Ascoma. Ma première contribution ira dans le sens de ce qu'a développé le docteur Hassan Koulibaly, parce que nous sommes réunis en ces assises pour trouver des voies et moyens pour, on va dire, minimiser le risque inflationniste de l'assurance maladie. Et en cela, c'est peut-être passé inaperçu, mais il a donné une piste de convergence qui est très importante. Il a parlé du coût du médicament. Vous avez vu, il a employé les termes savants PGHT, le prix de cession est plus 35%. Ça veut dire quoi? Que si les génériques sont promus et vendus, il peut y avoir de façon mécanique une baisse du coût du médicament de 20%. Il a aussi parlé de la biologie. Le médicament et la biologie représentent environ 40% des dépenses de l'assurance santé.
sur une collecte d'environ 75 milliards, vous pouvez faire aisément le calcul. Quand on prend les agrégats présentés par Mme Logon ce matin, avec les coûts convergents, on était à un ratio combiné de 101%. Si on fait un simple calcul, on verra que mis bout à bout, des pistes de convergence, de réduction des coûts peuvent permettre à ce que le produit soit viable. Donc c'était pour aller dans son sens et pour lui dire qu'on encourage fortement ce principe-là. D'ailleurs, on le promeut au niveau de nos pharmaciens qui sont dans notre réseau, où on leur met en avant le principe de substitution qui n'est pas souvent utilisé, mais qui, on l'espère, va être appliqué de plus en plus. Mon intervention va concerner une observation sur ce qu'a dit mon ami Dr Bogifo. Mais décidément, l'effet Larsen est important. Sur ce qu'a dit le Dr Bogifo, on a été interpellé en qualité de gestionnaire. Je vois que Willy est parti, mais MCI est là. On fait tous le même métier. J'ai eu la chance de travailler dans les trois structures, donc je sais à peu près comment ça se passe pour parler des escomptes et des fameuses ristournes. Pardon? Les escomptes et les ristournes. J'ai dit escompte d'abord et puis ensuite ristourne. Donc on va commencer par ristourne, puisque c'est le mot qui vous a interpellé. Non, mais c'est juste pour expliquer que les ristournes, effectivement, elles ont existé. Enfin, pour les trois structures que je connais, elles n'existent pratiquement plus. En lieu et place, on a mis en place des escomptes, qui sont un accord sur le volume d'affaires. Dr Hassan ne dira pas le contraire, c'est assez courant chez les pharmaciens, même chez les grossistes répartiteurs. Donc ce sont des effets de commerce, justement, en deux parties. Mais c'est volontaire. Je peux vous dire que sur 3000 prestataires qu'on a, on a à peine 6% des prestataires qui nous accordent des escomptes et pas des restaurants. Ma dernière intervention va concerner la CNAM. Alors, on est dans l'attelage commun pour que tout soit effectif, mais force est de constater, et aussi je pense que l'auditoire va le relever, vous avez dit que le concentrateur de flux serait effectif à partir de mars 2022. Lequel concentrateur de flux fera cas d'une convention de gestion unique avec les prestataires, si j'ai bien compris et lu. Alors ça va un peu à l'encontre de ce qu'a dit le docteur Bogifo et l'ensemble des prestataires de santé qui veulent faire mettre en place une convention de gestion unique. Est-ce que cela sera opposable à la CNAM? Première question. Seconde question, puisque nous sommes dans la recherche de réduction de coûts, est-ce que les tarifs opposables par la nomenclature générale des actes professionnels sera opposable aussi au secteur privé? Et troisième résultante de tout cela, puisque nous serons des complémentaires qui viendront en renfort de la feuille de soins unique, est-ce qu'on aura l'obligation de suivre la force de loi de l'État? C'est-à-dire que si le B est validé par la CNAM à 150 francs, est-ce que les gestionnaires de santé privée et a fortiori les assurances pourront payer le B aussi à 150 francs, contrairement aux 280 francs qu'on paie actuellement? Il y a un autre intervenant. Bonjour à tous, je suis Sam Jésus Djadjé, directeur commercial de Ankara Service. Je salue l'ensemble des intervenants pour la qualité de leurs propos. Ma question s'adresse au docteur Bogifo, qui a pris un exemple intéressant quand il a parlé des hôtels qui ont des standings. Donc, ne se lève pas qui veut pour aller à l'hôtel Ivoire, par exemple. Il ira dans l'hôtel de son budget. Par analogie, est-ce qu'on ne dirait pas que ça devrait être le cas au niveau des cliniques? Est-ce que dans une clinique de grand standing, on devrait payer le même coût qu'on paierait dans une petite clinique de quartier? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement sécuriser la rémunération des praticiens au lieu d'imposer un tarif unique, quel que soit le type de centre et le standing du centre? Ou si c'est justifié, quelles en sont les motivations? Ça va? Vous avez fini? Oui.
il y a un troisième intervenant? Oui, par ici. Présentez-vous. Oui, M. Yaga de la CIDAMESA. Oui, j'interviens, c'était pour poser une question à Dr Boguifo. Son intervention a eu tout à l'heure sur l'article 11 qui disait la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sur cette base, je suis mon collègue qui dit comme ça que les tarifs au niveau des cliniques privées sont à double vitesse. On a les tarifs mutuels, on a les tarifs assurés. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des tarifs, puisque c'est la prestation au niveau du médecin, c'est la même prestation, quel que soit l'individu, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un seul tarif, quelle que soit la personne qui vient, le patient qui vient? Parce qu'on parle de patient, on ne parle pas de personne qui est liée à une mutuelle ou bien une autre fonction. En deuxième, c'était par rapport à, dans la même valve, parler de praticiens. Par exemple, au niveau ophtalmologique, certains praticiens qui disent que les tarifs sont à 25 000 francs, alors que le tarif spécialiste, comme qui a été défini, va actuellement à 17 500. Donc, pourquoi ce changement, alors que des fois, le praticien même est dans la même clinique, et la clinique fait des tarifs de 17 500, alors que ce dernier, lui, il prend de facto sur lui des tarifs qui sont pratiquement faits à 25 000 francs. C'est comme il s'imposait. Donc, c'était surtout mon intervention. Merci bien. Merci. Je peux? Donc, un quatrième intervenant. Oui. C'est qui? C'est Koulibaly Mohamed de NT Assurance. Alors, j'ai deux questions. La première s'adresse à professeur Guiboufo. Alors, concernant la réglementation des établissements, disons, sanitaires, du privé, je crois. Je crois que dans son exposé, il a fait un point d'honneur sur le fait qu'il n'y ait pas du tout de réglementation. Et dans le même temps, j'ai cru comprendre qu'ils ont pu identifier quand même, malgré le fait qu'il n'y ait pas de réglementation, des établissements qui ne seraient pas, disons, dans le droit, qui ne devraient pas normalement prester. Alors, je voudrais bien comprendre comment ils ont pu faire cette identification de ces établissements-là. Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est de savoir auprès de Dr Koulibaly s'il était possible pour, disons, des établissements qui seraient intéressés par le tarif référentiel des produits pharmaceutiques, si c'était possible de l'obtenir auprès de cet organisme. Merci. D'accord, merci. Bon, on prend 4 intervenants. Je crois que la plupart des questions sont adressées au docteur Boudifo. Donc, simplement une question au docteur Hassan Koulibaly et puis, je crois, 2 questions à Madame Bamba. On commence par qui? Docteur Boudifo. Ok. Je voudrais remercier tous les intervenants qui ont posé des questions concernant donc le secteur privé de la santé, en commençant par mon cher ami Guillaume, qui nous a posé justement, qui a fait la différence entre les escomptes et les ristournes. J'avais insisté sur le fait que les ristournes existent toujours. Nous avons eu à intervenir dessus. Mais il dit que de l'autre côté, il y a le fait que j'ai dit de façon claire que le tiers payant était une volonté du secteur privé de la santé. C'est-à-dire que nous faisons donc crédit. Et généralement, quand on fait crédit, on s'entend à ce que ce soit d'abord nous qui posons les conditions de crédit. Quand je vais à la banque, c'est pas moi qui impose les conditions à la banque.
c'est nous qui imposons la question du crédit. Et on se rend compte aussi que lorsque ce n'est pas respecté en France, très souvent il y a des pénalités qui sont frappées. Nous sommes dans un secteur où non seulement c'est nous qui faisons du crédit, mais lorsque ce n'est pas respecté, c'est nous encore qui subissons les pénalités. Vous comprenez? Je pense que ça fait beaucoup. Nous n'avons même pas la possibilité de dire que quand vous avez mis 1 mois, 2 mois, parfois 6 mois à nous payer, ben vous avez des pénalités de temps à payer. On n'a même pas la possibilité de dire ça. Notre seul souci, celui que nous avons, c'est comment qu'on nous rembourse ce qu'on nous doit. Et un autre problème aussi, c'est que même pour nous rembourser, il y a ce qu'on appelle des rejets. On vous rejette plein d'éléments dans la facture, vous ne savez pas pourquoi c'est rejeté. Dans votre comptabilité, vous attendez à ce que ce soit 1 million qui soit payé, et puis on vous paye que 650 000 francs, 350 000 francs de rejet, sans explication. Et ça peut traîner comme ça, et vous ne même pas occuper vos 350 000 francs. Je dis ça pour montrer un peu tout l'environnement malsain qui gêne un peu cet aspect du problème. Il y a M. Sam Djedje qui a posé le problème sur le coût, à savoir pourquoi il y a en différents quartiers des coûts qui varient et est-ce qu'on ne peut pas faire des coûts en fonction justement des quartiers. Je crois que c'est ça la question. Tarif, voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que lorsque nous avons proposé les coûts de prestations, nous avons proposé au départ, ça permet de répondre à une autre question qu'on avait posée, un tarif unique. C'était ce que nous avons proposé. Nous avons été appelés dans les jours qui ont suivi par la MUGEPSI, qui nous ont dit, écoutez, les prélèvements chez nous se font à la base par l'État sur les salaires, au niveau des fonctionnaires. Si vous pouvez ajuster vos prix comme ça, ça va poser un problème. Alors s'il vous plaît, acceptez que pendant au moins une année, vous nous fassiez des prix différents qui vont nous permettre, nous, de prendre le temps de négocier à l'État, de nous adapter pour que on puisse, l'année qui va suivre, passer au tarif unique. Nous avons discuté de cela en 2010 avec la MUGEPSI. Nous sommes en combien? Nous sommes en 2021. Ben, on n'a pas pu changer en tarif unique. C'est pour ça que je dis qu'il est important aujourd'hui qu'on s'asseye tous. C'est pour ça aussi que j'ai estimé, enfin j'ai dit que vous avez beaucoup de structures. Aujourd'hui, personne ne va dans le secteur public. C'est dommage, mais c'est une réalité. Donc tout le monde veut aller dans le secteur privé et tout le monde veut que ce secteur privé fasse les sacrifices pour qu'eux puissent s'y accéder. Ce n'est pas normal. Le secteur privé est prêt à le faire, mais il faut qu'en passe, il y ait des compensations. Il faut que l'État accepte peut-être de nous faire une fiscalité spéciale. Ça se fait dans d'autres pays. Il faut que l'État accepte de peut-être affecter au sein des structures privées du personnel payé par l'État. Ils le font au niveau des écoles privées, etc. Il y a un certain nombre d'éléments comme ça que l'État peut faire et qui peut amener le secteur privé à dire, bon, comme l'État contribue, nous aussi nous allons baisser les coûts. Nous avons eu à discuter l'État, on a au niveau du transport, quand vous allez payer le transport de bus Sotra. En réalité, je dis un exemple, si le ticket coûte 1000 francs, celui qui monte, il ne paye que 200 ou 300 francs, c'est l'État qui paye les 700 francs, chose qu'on appelle ça, les différences, pour pouvoir permettre justement au système de transport de pouvoir démarcher sans trop de soucis. Et si elle veut vraiment permettre à la population de se faire dans le secteur privé, mais qu'on fasse des efforts. Qu'on ne demande pas au secteur privé tout seul de faire tous ces efforts-là. L'autre côté, l'autre réponse que je pourrais donner aussi, vous savez, nous avons réfléchi à la question de savoir, est-ce que lorsqu'on est à Abidjan, on doit faire le même coup que lorsqu'on se trouve à quelques sites de goût, enfin dans de quoi éloigné, est-ce qu'on doit faire le même coup? Tout cela demande qu'on y réfléchisse tous. Tout cela demande qu'on travaille dans un système stable, équilibré, pour que cela ne crée pas de perturbations déjà existantes. Parce qu'il y a des médecins qui nous ont dit que je sois médecin à Abidjan ou que je sois médecin à Korogo,
Si je fais une gaffe que je passe à la justice, on ne dira pas que comme tu es médecin à Korogo, alors la peine que tu dois subir sera moins importante que si tu es médecin à Abidjan. Vous comprenez? Voilà, donc il y a une question de responsabilité engagée. Mais tout ça, nous y réfléchissons parce qu'il y a des réalités avec lesquelles on doit compter. Et pour nous, c'est important que tout cela fasse l'objet d'une discussion avec l'État et avec tous les partenaires. Alors, vous avez posé la question sur les tarifs. D'un côté, 25 000 francs, c'est ça? Et de l'autre côté, 17 500. Là encore, je vais expliquer. Un, nous avons une profession qui est libérale. Tout ce que nous avons obligation de faire, c'est de mettre des tarifs planchers. Ça existe dans tous les pays. Quand vous allez en deçà, vous faites du dumping. Mais le médecin est libre d'estimer que lui, sa consultation est à 26 000. Moi, je travaille, le professeur était Ambroise Personnel, qui était mon patron, il faisait ses consultations à 30 000. C'est tout. Il estime qu'il a X années de métier. Il estime qu'à son âge, il est pour avoir le même coût que ses élèves. Il n'est pas d'accord de s'asseoir à son mode de consultation. Et le docteur Bougifo, qui est son élève, et lui, on est même tarif. Il n'était pas d'accord, il faisait à 30 000. Celui qui veut, il vient, celui qui ne veut pas, il ne vient pas. Mais je veux dire, ça, chez nous, c'est légal. C'est le contraire qu'il ne faut pas faire. Et je crois que j'ai une dernière question, qui est une question de... Je vais faire la différence entre les établissements légaux et les établissements illégaux. Il faut savoir que pour ouvrir une structure de santé, il y a des conditions à remplir. Il faut les remplir. Ça, c'est pour ouvrir une structure de santé. Ça ne veut pas dire que c'est la loi qui organise le secteur. Cette loi n'existe pas. On va vous dire, pour ouvrir une clinique, il faut avoir peut-être, son doctorat d'état en médecine, il faut avoir un espace qu'on va le contrôler pour voir s'il existe, etc., etc. Bon. Ça, c'est pour ouvrir la structure. Mais maintenant, comment on fonctionne? Moi, je viens accompagner l'État dans une mission de service social. L'État doit me dire, pour m'accompagner, moi, voilà mes conditions. Tu dois faire ça, tu ne peux pas faire ci, tu dois faire ça, etc. On tombe d'accord dessus et on travaille. Si moi j'ai une plantation, tu dis n'importe quel d'ananas, et que je vous décide, j'accepte que vous venez travailler dans ma plantation d'ananas, je vous dirai les conditions dans lesquelles vous devez travailler. Voilà la parcelle que vous devez occuper, vous devez être là de telle à telle heure, vous n'avez pas le droit d'aller ici, je vais cadrer notre collaboration. Mais ça n'existe pas au niveau du secteur privé. On a reçu 2 décrets, ce sont ceux qui autorisent, qui donnent les conditions pour installer, qui dit qui doit faire qui, mais c'est tout. Ces 2 décrets ne sont même pas régis par des lois organiques. On a pris des décrets, et puis on a commencé à appliquer. Mais il n'y a aucune loi qui organise le secteur privé de la santé en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est grave. Et c'est pour ça, justement, que nous sommes dans un système où tout le monde peut faire ce qu'il veut. J'ai dit au ministre, je n'ai rien contre la société de gestion du portefeuille maladie. Au contraire, il contribue à un système. Mais j'ai dit au ministre, ce n'est pas normal. Je me lève un matin, je viens, je crée une société de gestion du portefeuille maladie. Ok. Je garantis qui je veux. Je dis, tous ceux qui sont VIH, je ne les prends pas en charge. Tous ceux qui sont diabétiques, je ne les prends pas en charge. Mais pourquoi? Pourquoi? Je décide moi de qui je prends en charge, comment je le place, sans qu'il y ait de règles, sans qu'il n'y ait rien du tout. Et je ne me rends pas compte. Je ne dis pas à l'État en fin d'année combien de malades j'ai assuré, combien j'ai fait ceci, quelle est ma contribution au compte national de la santé. Je n'apporte aucune contribution. On ne peut pas avoir un système fiable et fort dans un tel contexte. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait au moins un minimum de transparence à tous les niveaux. On a dit, aujourd'hui nous avons, je vous dis, vous avez des sociétés de gestion des portefeuilles maladie qui se créent, qui fonctionnent 3, 4, 5 ans, et puis qui disparaissent un matin. Vous voyez, un matin, le gars n'existe plus, il est parti. Il prend tout le monde. Il prend tout le monde, il est parti, et ça, on vit ça tout le temps. Vous voyez, un matin, le gars est parti de 30 millions, il est payé 50 millions, vous faites comment?
Et voilà le contexte dans lequel on travaille. C'est tout ça qui fait que la situation est bruneuse. Et elle demande qu'on puisse réguler tout ça. Voilà, un peu pour les peuples retenir le micro. Je crois que c'est 2 questions. Merci, Monsieur le Président. Donc, il y a une question de M. Magbi, et puis ensuite la question de M. Koulibaly, de NCA. Bon, je pense que ces 2 questions, ça pose le problème de la prescription des médicaments en dénomination commune internationale. C'est-à-dire la prescription des génériques. Et ça, c'est un gros problème. Nos médecins ne savent pas prescrire les médicaments en générique. Ils ne connaissent pas les noms génériques des médicaments. Donc, on est habitué à prescrire des noms de spécialité. Et quand vous regardez bien ce qui se passe dans les pays qui ont adopté les systèmes de couverture maladie universelle depuis longtemps, la prescription devient de plus en plus obligatoire en DCI. Vous n'aurez pas de prescription, je vais citer deux produits, Efferalgan, Doliprane en France, pour être remboursé. On vous prescrit du paracétamol. On vous prescrit de l'amoxicilline. On vous prescrit pas une spécialité, par exemple l'amoxil. Ok? Et ça, c'est important. Ça pose aussi le problème donc de nomenclature, de l'aide à la prescription en DCI. Ça pose aussi, pour répondre aussi à l'autre question, le problème de la digitalisation au niveau de la régulation pharmaceutique. Je suis très content d'entendre parler du concentrateur du flux, mais on a besoin de se mettre ensemble pour que la base de données des médicaments avec les prix, la base de données des autres produits de santé, des tests de laboratoire, etc., tout ça fasse l'objet d'une nomenclature et c'est comme ça qu'on pourra publier des prix de référence. Mais aujourd'hui, le système est très opaque. Chacun a son appellation. Des fois, les mêmes actes. On a posé le problème des B, des K qui sont très variables en biologie. Et ça, vraiment, il faudrait que, avec cette solution de digitalisation, que je dirais même pas que préconise, que nous impose le gouvernement, on a donné des deadlines à toutes les structures de l'État de mettre en œuvre la digitalisation. Aujourd'hui, quand vous allez au CPC, tout est digitalisé. Ils ont mis du temps, mais ils ont réussi à digitaliser leur processus et on a besoin de faire la même chose avec les médicaments et les produits de santé. Et donc cet intégrateur, ça va nous permettre vraiment de voir clair, de manière transversale, et toutes les questions qui concernent la CMU, la CNAM, le ministère de la Santé, tout ça va être réglé au niveau de cet outil informatique, cette digitalisation. Il y a le docteur Boguifo, j'en profite, je profite du micro pour répondre aussi à d'autres questions. Et puis, le docteur Boguifo a parlé du problème des établissements illégaux au niveau de la médecine, mais je peux dire qu'en matière de pharmacie, c'est plutôt le contraire. Pratiquement tous les établissements sont autorisés légalement, ils sont suivis, ils sont surveillés. C'est vrai qu'il a dit on a une autorité de régulation pharmaceutique, mais la régulation en pharmacie existe depuis longtemps. C'est vrai qu'on a quelques pharmacies chinoises, voilà, qui sévissent. Voilà, il faut appeler un chat un chat, voilà, mais vous avez des cliniques chinoises aussi. Tout ça, c'est des questions qui sont sur le plateau, c'est sur la table. On est en train de régler ça avec la plus grande énergie, mais des solutions vont sortir. Et la digitalisation, la sensibilisation des populations aussi au fait de ne pas acheter n'importe quoi, n'importe où, ça aussi, ça va nous aider à régler ce problème. Concernant les cliniques, 73% d'établissements illégaux, c'est trop. Donc je vais demander aux gens, aux tenanciers de l'ordre, des médecins, à CPC et tout, de mettre un peu d'eau dans le vin parce que la plupart des établissements ont quand même un récépissé. Voilà, ils ont fait une demande qui n'a pas abouti. Peut-être parce que la procédure est un peu lourde. Mais si on allège un temps soit peu ces procédures, peut-être que ça va permettre de régulariser un bon nombre de ces structures et puis d'exclure avec plus d'aisance ceux qui ne sont pas du tout aux normes. Voilà, donc il y a quand même un peu de tolérance à mettre en œuvre.
Alors, il y a une question qui ne m'a pas été posée, c'est la question des faux médicaments. Bon, je pense que c'est un sujet important qui peut intéresser aussi les assureurs, la couverture maladie universelle et tout. Tout ça, il faut que tout le monde soit sensible à ce problème. Il y a énormément de faux médicaments qui sont en circulation. C'est un fléau mondial et qui touche particulièrement nos pays africains, surtout les pays francophones que nous sommes. Il y a des industriels de faux médicaments qui ont mis leur arrêt sur nos pays parce qu'au début, on avait des systèmes réglementaires faibles. Et donc, ils ont mis le grappin sur nos pays pour écouler des faux produits, des médicaments de qualité douteuse, etc. Et tout ça, c'est un travail vraiment d'acharnement et puis de collaboration entre tous les acteurs. Et il ne faudrait pas que la couverture maladie universelle couvre aussi des produits de mauvaise qualité. Ça serait l'effet inverse. Donc ça aussi, c'est un chantier très important. Et il faudrait aussi que tout le monde, je profite de cette tribune pour attirer votre attention, pour sensibiliser un peu sur ce phénomène des faux médicaments. Voilà, je vous remercie. Et j'espère avoir répondu à toutes les questions. Merci, Dr Koulibaly. Madame Bamba, vous avez la parole. Il y a concentrateur de flux et puis la feuille de soins. Mais en temps, quelle est la bonne prononciation? Kena ou bien Sénam? C'est Sénam. Ah bon? C'est la Sénam. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis avec le DSI qui peut revenir sur le concentrateur de flux. Et l'élément essentiel qui va permettre l'utilisation effective de cet intégrateur, ça sera l'identifiant unique. Donc pendant les travaux de ces 3 jours, on va revenir sur l'identifiant unique. Et je pense qu'il faut peut-être qu'on revienne sur une présentation plus détaillée du concentrateur de flux. Mais bon, avant, s'il a des éléments, il pourra nous les donner. Tout à l'heure, je pense que c'est le docteur Bogifo qui a évoqué la question des prescriptions en DCI. Docteur Koulibaly, ok. Ça a été un gros problème pour nous au démarrage de la CMU et jusqu'à aujourd'hui. Et si celui que je remplace ici était là, docteur Bouch, je pense qu'il allait revenir sur cette question-là, que des médecins disent qu'ils ne savent pas. Je ne suis pas médecin, hein, c'est lui qui le dit souvent et je pense que ça doit être vrai. Que des médecins disent qu'ils ne savent pas prescrire en DCI, c'est que des noms de spécialités qu'ils connaissent, alors que ça, ce n'est pas ce qui a été appris au niveau de la faculté de médecine. Et ça, c'est une grosse difficulté que nous avons connue. Quand on a démarré la couverture maladie universelle, on ne faisait pas de prescription parce qu'on dit qu'on ne peut pas prescrire en DCI, alors que la CNAM exige que ce soit en DCI. Voilà, c'est un vrai problème pour nous. Bon, je pense qu'il pourra revenir sur ces questions-là. Je vais rendre compte des questions qui ont été posées ici. Sur la tarification, la CNAM n'impose pas du tout. Vous avez remarqué qu'il y a une tarification de la CNAM qui a été négociée avec le ministère de la Santé. Les 500 francs, les 100 francs même, dans les centres de santé ruraux, les 500 francs au niveau des FSU-COM, des CSU-COM, au niveau des ESPC, ce ne sont pas des tarifs qui sont imposés aujourd'hui aux prestataires de soins. Et justement, dans le cadre de ce concentrateur de flux-là, il ne sera pas question que la CNAM rembourse au tarif que vous pratiquez aujourd'hui. Parce qu'à 1000 francs, on ne peut pas payer de consultation à 15 000 francs ou à 12 000 francs. Ça, ce n'est pas possible. J'ai compris la question de la lettre clé. Oui. À savoir est-ce que les prestations augmentent, ne vous pas de coût avec la CNAM. Vous allez vous fixer avec des plans sur le ça? Non, pas des prix planchers, des prix négociés. Bon, voilà, ok. C'est ça. Vous avez dit qu'une consultation chez vous, c'est 2030. Oui, oui. Et donc, si le docteur Bogifo veut signer une convention avec vous, oui. Ce ne sera pas la sienne, vous ne payerez que 2030. Oui. Donc, c'est le même problème qui se repose, le même problème qui décrit depuis 1998. C'est pour expliquer que l'écosystème est fragile, que tout est lié à l'argent. Oui. Les assureurs n'en produisent pas, je pense encore moins à la CNAM et l'État du Côte d'Ivoire. Donc, c'est de trouver les voies et moyens d'avoir une médiane productive. Voilà. En fait, c'est ce à quoi je voulais vous dire. Ok, d'accord, merci. Il y a les ateliers, docteur. D'accord. D'accord, merci, c'est bien ça. D'accord. Maintenant, sur le DSI, sur le concentrateur, si vous voulez intervenir, ou bien si vous voulez remettre, vous voulez, demain? Demain. Bon. Président. Ah non, hein? Ce sont les organes. Bien, est-ce que on peut avoir... Ah, oui, docteur Koulibaly. Oui. Merci, Président. Ah bon? J'avais compris. Oui, d'accord, je vais commencer.
En fait, je voulais apporter juste une toute petite précision. Ce qu'a dit le docteur Koulibaly est vrai en partie, mais il faut que je complète. Parce que par rapport aux structures légales, 73% des structures légales, pour nous, effectivement, depuis 2008, on ne sait pas pour quelle raison le ministère a arrêté de donner des autorisations. Jusqu'à récemment, ils ont commencé à reprendre. Donc, les structures déposent leur dossier, mais il n'y a pas de suivi. Mais ces structures ne sont malheureusement pour nous pas la majorité. Nous avons parlé tout à l'heure des médicaments chinois. Nous savons tous ici qu'il y a des cliniques chinoises qui s'installent dans tous les quartiers, tous les bouts de rue. On ne sait même pas si c'est des médecins, si c'est des... On ne sait pas. Ils ont le droit de tout faire et puis ils multiplient leurs soins et puis eux seuls sont capables de tout soigner. Voilà, et on accepte ça. On a un système clair, c'est comme ça. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où tout le monde devient médecin. Nous avons eu le cas d'une aide-soignante qui est ouvert une structure de santé et qui exerce. J'ai dit bien une aide-soignante. C'est des cas que nous avons vus, en exemple. D'accord, je veux dire, et ce genre de choses, c'est-à-dire que quand on est médecin, c'est impassable. On n'arrive même pas à comprendre comment cela peut être possible dans un pays qui se dit un tel. Parce que vous vous levez, vous faites confiance à un système. L'autre côté, c'est que ce sont les gens qui passent le plus à la radio pour faire comment on appelle ça, leur publicité, pour dire qu'ils soignent tout. Vous arrivez, ils font la pub à l'envers de journée. On le voit aussi avec ceux qui soignent les ophtalmos, les trucs qui vous font. Bon, tout ça, c'est dans notre pays. Hein. C'est encore comment on peut faire tout ça. Vous voyez? Voilà. Et pour nous, il faut le souligner avec force. Parce que c'est grave. On nous dit aujourd'hui, il y a plein d'insuffisances rénales, il y a plein d'insuffisances hépatiques, il y a des maladies cardiaques, mais on avale n'importe quoi. Les gars, ils vous vendent un médicament tout écrit en chinois, du début à la fin. Vous ne savez même pas quoi. Et puis il a vendu. Vous avez acheté, vous êtes parti. Vous prenez ça un mois après, le rein ne marche pas, tu ne marches pas, mais on est dedans. C'est de tout ça. Et que c'est tout ça que nous dénonçons. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la DCI, la prescription DCI, bon, nous avons fait la fac, on ne nous a pas fait de prescription DCI, hein, je t'en le dire. Et il y a aussi le fait que, bon, pendant très longtemps, comment on s'approprie les médicaments, c'est par les délégués médicaux. Les délégués médicaux arrivent, ils vous donnent le nom de leur médicament, ça fait ci, ça fait ça, etc. Il est parti, vous retenez ça, vous prescrivez. Et voilà, et c'est parti comme ça. Ça demande qu'on revoie tout ce système-là. Ça demande qu'on planifie l'avenir pour que les choses aillent dans la direction qui serait compatible avec tous les objectifs qu'on cherche à atteindre. Merci, Président. Merci, Président Bogifo. Merci à Madame Bamba aussi, parce que ce sujet-là est important. Au niveau de l'AIEP, on est en train de développer une base de données avec une nomenclature de tous les produits de santé, avec la DCI, les différents noms de spécialités à côté. Mais ce qui est important que les médecins doivent faire, c'est de ne plus prescrire des ordonnances manuscrites. Normalement, un système de prescription doit utiliser l'informatique. Et c'est dans la base de données qu'on prend la DCI, on dépose sur l'ordonnance. OK? Et ça permet de gérer tout. Mais dès lors que ce sont des écritures manuscrites que le pharmacien doit déchiffrer comme des hiéroglyphes, ou des fois il y a des erreurs en pharmacie dans la dispensation, le meilleur médecin, c'est celui qui a la plus belle écriture. Hein? En guillemets. Ça pose des problèmes. On ne peut pas gérer. Maintenant, quand vous allez chez les Chinois, là, lui aussi, il utilise les caractères mandarins où il n'y a pas la différence entre l'écriture du médecin et puis l'écriture chinoise. Donc vraiment, ça nous pose des problèmes. Il faut que la prescription soit en caractère d'imprimerie extraite d'une base de données. Et cette base de données va permettre aussi de régler la question des prix de référence. Tout ça, c'est de l'informatique et c'est un travail minutieux qui doit être mis en œuvre. Je vous remercie. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qu'on va faire ensemble. Il faudrait qu'on se mette, qu'on réunisse tous les moyens pour y arriver. Voilà, merci. Merci. Nous pouvons dire un grand merci
à nos 3 conférenciers. Ils nous ont apporté des éclairages. On comprend un peu les causes des conflits entre prestataires de soins et les assureurs, et même entre nous les assurés et les assureurs. Voilà, concernant les réseaux de soins. Donc merci, nous pouvons faire un banc à nos 3 panélistes. Monsieur le Président de la session, je voudrais au nom des compagnies d'assurance vous traduire nos sincères remerciements d'avoir tenu cette année. Je pense que nous sommes rentrés dans le vif du sujet. Nous avons beaucoup appris avec les différents panélistes. Donc, Monsieur le Président, vous avez tenu ce panel avec beaucoup de dextérité et nous voudrions vous en remercier. Je voudrais qu'on applaudisse le Président dans ce cadre-là. Je pense que ça s'inscrit déjà dans le cadre des remerciements que nous avons adressés à la direction des assurances qui a accepté de nous accompagner dans cet exercice. Je voudrais aussi remercier vraiment l'ensemble des panélistes qui nous ont montré qu'ils étaient des acteurs de terrain. Et ça, c'est important. Dans ce genre d'exercice, quand vous n'avez pas des acteurs de terrain, c'est difficile d'aller au diagnostic réel de la chose. Et donc, le docteur Koulibaly, qui nous a présenté un peu le thème sur la régulation pharmaceutique, nous a quand même montré qu'il y a des chantiers qui sont en cours. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a d'abord la digitalisation. Il y a la digitalisation au devant de tout. Donc, nous osons croire que le projet en cours va aboutir très rapidement. Nous avons compris aussi que l'autorité ivoirienne de la régulation pharmaceutique a été créée en février 2020. Donc c'est récent, mais auparavant il y avait déjà une régulation, mais peut-être qu'elle n'était pas très efficace. Cela dit, les actions qui sont déjà prises au niveau de l'AIRP, semble-t-il, aboutissent à une réduction des prix. Mais compte tenu du fait que des médicaments avaient été déjà mis dans le circuit auparavant, on a du mal à voir l'effet. Nous, compagnie d'assurance, on voudrait quand même voir une certaine accélération dans ce mouvement. L'autre élément, c'est qu'on a compris qu'il y avait beaucoup de projets, à la fois sur le positionnement de l'industrie pharmaceutique, notamment en termes de création de hubs, de ce genre de choses. Oui, ça peut peut-être dépendre des investisseurs, mais surtout nous avons compris qu'il y a des projets qui vont être élaborés pour densifier encore la régulation pharmaceutique avec des commissions qui vont être créées. Nous, compagnie d'assurance, on voudrait déjà marquer notre disponibilité et comme on l'a dit ce matin, en tant qu'acteur du système de santé, à participer à ces commissions pour évidemment faire connaître la voix des compagnies d'assurance. Nous avons aussi compris que dans l'exposé que vous avez fait, que jusque-là, la radiologie et tout ce qui est IRM et ne faisait pas partie de la régulation qui est faite par l'AIRP. Peut-être qu'il faut qu'aussi on regarde parce que c'est aussi aujourd'hui je dirais des postes de charge qui grèvent le compte des compagnies d'assurance, notamment en termes de coûts d'IRM, de tout ce qu'on fait comme scanner et tout ça. Il est important que nous aussi nous soyons en contact avec la régulation de ce niveau-là pour voir comment on peut travailler sur ce coin-là. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle analyse de radiologie qui importe son matériel a la possibilité de fixer son prix sans qu'on ne sache réellement quelle est l'autorité qui est en charge de ces questions-là. Donc voilà, on voudrait marquer notre disponibilité aussi, peut-être à travailler avec vous, à connaître aussi mieux l'écosystème de la régulation pour pouvoir avoir les bons interlocuteurs. L'autre sujet qui a été développé par mon aîné, Dr Bogifo, que nous avons rencontré avec notre bureau exécutif il y a 3 mois pour parler de ce sujet. Et le docteur avait fait l'amabilité d'avoir convié tous les directeurs, en tout cas le grand directeur des cliniques privées, pour dire, écoutez, l'Alsace arrive, nous avons des questions en souffrance, il est important que vous soyez tous là. Et nous avons eu cette rencontre et nous vous avions dit que les questions qui étaient posées, notamment la question des tarifs et tout ça, ne pouvaient se résoudre que dans le cadre d'une table ronde. Et donc nous vous invitons, c'était il y a 3 mois, aux États généraux, et je peux vous dire que l'exposé que nous avons entendu aujourd'hui est à la limite un peu édulcoré. Nous avons entendu des mots très forts à l'époque. Nous avons entendu des mots très forts à l'époque où il y avait tous les directeurs des cliniques. Vraiment, merci pour la journée. Et comme l'a dit l'animateur, le MC, je pense que c'est la dernière session. Je voudrais une fois de plus remercier tous les panélistes et remercier tous les participants pour cette première journée de travail. Merci.